Il s'agit de montrer comment un ultimatum, formulé hors des cadres diplomatiques usuels, peut déplacer en quelques heures des équilibres politiques, économiques et sécuritaires longtemps considérés comme stables. Le bénéfice pour le lecteur tient dans une ligne. Comprendre la contrainte permet d'évaluer lucidement les choix souverains. L'enjeu dépasse le cas burkinabé. Lorsqu'une exigence chiffrée est imposée sans voie de sortie, elle devient un test de résistance institutionnelle, accepté pour préserver l'accès aux circuits financiers ou refusé au risque d'un isolement accéléré. Cette tension structurelle sert de fil conducteur à l'analyse. Chaque décision observée sera replacée dans son contexte immédiat, puis reliée à ses effets en cascade, visibles ou différés. Une question demeure en suspens. Comment une pression conçue pour être décisive peut-elle produire des effets qui échappent à ses initiateurs ? La réponse commence avec les premiers signaux révélés ensuite. La première révélation tient en 2 phrases et un chiffre. En moins de 48 heures, une menace financière de 5,6 milliards a suffi à reconfigurer l'agenda politique d'un État et à accélérer des décisions longtemps différées. Ce basculement n'était pas improvisé, il s'appuyait sur une information restée dissimulée pendant des mois. Cette information concernait un gisement minéral d'ampleur exceptionnelle, authentifié par une mission géologique tenue secrète et conservée sous chiffrement avancé. Ce détail, absent des échanges diplomatiques classiques, modifiait radicalement la portée de l'ultimatum transmis au Burkina Faso. Il expliquait pourquoi la pression ne laissait aucune marge de négociation et pourquoi le facteur temps devenait central. Lorsque le télégramme confidentiel est arrivé à 6h30, le 12 août 2025, Ibrahim Traoré a immédiatement perçu que la demande dépassait un simple rappel de dette. Le document ne proposait ni échéancier, ni mécanisme de transition. Il fixait un délai brut, 2 jours pour céder 70% des réserves d'or ou accepter une exposition immédiate à des sanctions capables de bloquer les voies économiques essentielles. Dans le Sahel, où les équilibres sont déjà fragiles, cette formulation équivalait à une mise sous contrainte directe. Le contexte régional renforçait cette lecture. Depuis plusieurs mois, les signaux d'ingérence se multipliaient autour des zones minières africaines, tandis que les puissances du G7 surveillaient étroitement toute évolution stratégique liée aux ressources aurifères. Parallèlement, une vérification exhaustive des sous-sols avait été lancée après l'arrivée au pouvoir de Traoré, précisément pour mesurer l'écart entre la valeur réelle des ressources et les estimations communiquées à l'extérieur. Les images satellitaires captées peu avant l'ultimatum montraient déjà des activités inhabituelles dans des zones arides, confirmant que plusieurs acteurs anticipaient un changement de contrôle. Ce faisceau d'indices éclaire le sens du télégramme. Il ne s'agissait pas seulement d'obtenir un paiement, mais d'agir avant que l'information cachée ne transforme durablement le rapport de force. La scène se déplace vers l'intérieur de la cellule de crise, où 2 figures deviennent centrales pour comprendre ce qui se joue réellement. La première est un ingénieur minier habitué aux relevés complexes du Sahel et aux écarts entre données publiques et réalité géologique. Appelé discrètement, il expose une corrélation troublante entre des analyses cryptées récemment finalisées et des anomalies observées sur plusieurs sites aurifères. Son constat est précis. La valeur stratégique de certaines zones dépasse largement les évaluations connues à l'extérieur. À ses côtés, un officier chargé de la sécurité territoriale apporte une lecture opérationnelle. Depuis plusieurs semaines, ses équipes ont repéré des mouvements d'équipement provenant de pays tiers à proximité des zones minières. Rien d'ouvertement hostile, mais suffisamment coordonné pour indiquer une anticipation. Il détaille les premiers ajustements mis en place. Renforcement des patrouilles, contrôle des accès, surveillance accrue des axes logistiques. Ces mesures ne sont pas spectaculaires, mais elles signalent un changement immédiat de posture. Un premier effet se fait sentir sur le terrain. Dans une zone aurifère du Nord, l'activité est brièvement suspendue afin de sécuriser les données et les stocks. Les travailleurs observent l'arrivée d'unités nationales là où opéraient auparavant des acteurs privés. Un second effet apparaît dans les ministères. Certains canaux de communication avec des partenaires extérieurs sont gelés, le temps d'évaluer les risques de fuite d'informations. Ces micro-événements, pris isolément, paraissent techniques. Ensemble, ils révèlent autre chose.
La pression ne s'exerce plus seulement par un document diplomatique, mais par une recomposition rapide des gestes quotidiens de l'État. Le temps devient une ressource stratégique, au même titre que l'or. Préserver une marge d'action exige d'agir avant l'irréversible. Tout s'enclenche dès la lecture intégrale du télégramme. L'activation est immédiate. Les canaux habituels sont court-circuités, les réunions élargies annulées, et une cellule restreinte est formée en quelques minutes. La première décision ne concerne ni la dette ni l'or, mais le temps. Il faut gagner des heures. Ibrahim Traoré fixe une ligne claire. Aucune session automatique, aucune réponse écrite, tant que l'ensemble des implications n'a pas été cartographié. Ce refus initial, bref et sans emphase, marque le début du bras de fer. La phase suivante correspond à la montée en tension. Alors que les débats internes s'organisent, des fuites partielles commencent à circuler dans plusieurs rédactions africaines. Les titres évoquent un ultimatum inédit, une pression extérieure brutale, une exigence jugée disproportionnée. De Dakar à Nairobi, l'information se diffuse par reprises successives, créant un effet d'écho. Chaque mention ajoute une couche d'interprétation, parfois imprécise, mais suffisante pour transformer une contrainte bilatérale en sujet continental. Cette propagation médiatique accélère la pression politique. Le dossier ne peut plus être traité dans le silence. Le point de bascule intervient avec l'exploitation des données géologiques internes. Les analyses cryptées, longtemps conservées à titre préventif, sont rapprochées des signaux satellitaires détectés par des acteurs extérieurs. L'image devient cohérente. Ce qui semblait être une exigence financière apparaît désormais comme une manœuvre préemptive. La découverte du gisement inexploité, confirmée scientifiquement, éclaire la brutalité du calendrier imposé. À l'intérieur, cette révélation renforce la détermination. À l'extérieur, elle explique l'accélération de la surveillance. La troisième phase est celle de l'escalade visible. Des équipements logistiques en provenance de pays non occidentaux sont acheminés vers certaines zones stratégiques. Officiellement, il s'agit de matériel de soutien et de sécurisation. Officieusement, le message est clair, le contrôle des sites change de nature. Peu après, les premières décisions administratives tombent. Les licences de plusieurs compagnies minières occidentales sont suspendues, puis annulées. Les opérateurs quittent le terrain, l'armée nationale prend le relais. La rupture n'est plus implicite, elle est actée. Dans les capitales occidentales, la réaction est rapide. Les communiqués se succèdent, les termes se durcissent. Les menaces évoquées dans le télégramme initial prennent une forme plus concrète. Sanctions ciblées, restrictions financières, pression diplomatique coordonnée. Le ton devient mécanique, presque procédural. Il ne s'agit plus de convaincre, mais de contraindre. Ibrahim Traoré maintient sa position, refusant toute concession précipitée. Cette posture transforme l'incident en symbole d'affrontement. La dernière séquence concerne les répercussions immédiates. Sur le terrain, les sites aurifères sont sécurisés. Les flux d'or, auparavant orientés vers des circuits extérieurs, sont redirigés vers un dispositif national. Dans les milieux industriels occidentaux, la réaction est hostile, marquée par une inquiétude croissante. En Afrique, à l'inverse, des messages de soutien émergent. Le cas burkinabé commence à être perçu comme un précédent. En quelques jours, la trajectoire est tracée. Une activation rapide, un pic de tension, puis des ondes de choc durable. La confrontation dépasse désormais la question de la dette. Elle s'inscrit dans une lutte pour la maîtrise du rythme, des ressources et des choix souverains. La situation de départ repose sur un socle chiffré précis. La première donnée est le pourcentage de 70% des réserves d'or exigées dans le télégramme. Présenté comme une garantie technique, ce chiffre représente en réalité une perte directe de contrôle sur l'actif stratégique central du Burkina Faso. Céder une telle proportion signifie renoncer au principal levier financier permettant de stabiliser les politiques publiques et d'absorber les chocs extérieurs. Le passage brutal d'une gestion souveraine à une rétrocession massive marque un changement de nature dans la relation de contrainte. La deuxième donnée est le montant de 5,6 milliards de dollars associé à la dette. Ce chiffre n'est pas isolé, il est explicitement lié à l'exigence de transfert de l'or. La formulation du télégramme indique que la dette doit être considérée comme immédiatement exigible, sans phase de restructuration ni négociation intermédiaire.
Une telle somme, imposée dans un délai aussi court, crée une pression mécanique sur la liquidité de l'État, sur ses engagements essentiellement essentiels et sur sa capacité à maintenir ses importations stratégiques. La dette devient ainsi un instrument de synchronisation forcée des décisions politiques. Un troisième chiffre complète l'architecture de contraintes, 324 millions de droits de tirage spéciaux dus au Fonds monétaire international. Présentée comme une obligation complémentaire, cette somme élargit le champ de la pression au-delà du cadre bilatéral. Elle inscrit la contrainte dans un réseau institutionnel plus vaste où le non-paiement peut entraîner des effets en cascade sur l'accès aux mécanismes financiers internationaux. Ce montant agit comme un verrou supplémentaire, réduisant encore les marges de manœuvre disponibles. Pris séparément, ces chiffres semblent relever d'une logique comptable. Ensemble, ils forment un système cohérent. Un pourcentage critique de ressources, une dette massive immédiatement activée et une surcharge institutionnelle destinée à empêcher toute solution alternative. La transition entre la situation de référence et l'ultimatum constitue le véritable choc. Le Burkina Faso passe d'un équilibre fragile mais fonctionnel à une exposition maximale en l'espace de 2 jours. C'est ce basculement que traduit la logique, le passage d'un état de référence à un choc soudain. Pour Ibrahim Traoré, l'interprétation de ces données dépasse largement l'addition arithmétique. Les chiffres indiquent moins ce qui est demandé que ce qui est implicitement menacé. Ils suggèrent des sanctions globales, un blocage des circuits financiers et une fragilisation des partenaires économiques régionaux. Les simulations internes comparent alors 2 trajectoires. La soumission, qui garantit une survie financière immédiate au prix d'un affaiblissement durable, et la résistance, plus risquée à court terme, mais préservant un contrôle stratégique. La réaction internationale confirme cette lecture. Dans plusieurs centres financiers occidentaux, ces montants sont perçus comme dissuasifs, supposés rendre toute opposition intenable. A l'inverse, dans de nombreux cercles africains, ils circulent comme la preuve d'une pression disproportionnée. La divergence d'interprétation devient elle-même un facteur d'instabilité. Ce que certains considèrent comme une mesure de discipline est perçu ailleurs comme un instrument de domination. Les décisions prises ensuite, sécurisation des mines, expulsion des opérateurs occidentaux, redirection des flux aurifères, ne prennent sens qu'à la lumière de ce triptyque numérique. Sans ces chiffres précis, la confrontation aurait pu rester diplomatique. Avec eux, elle devient structurelle. L'économie se transforme en premier champ d'affrontement et chaque décision est évaluée en fonction de son impact financier immédiat et de ses conséquences à long terme. Dans cet espace étroit, façonné par des montants calculés pour contraindre, Ibrahim Traoré choisit de redéfinir la hiérarchie des priorités nationales. Les chiffres, conçus comme des leviers de pression, deviennent paradoxalement des catalyseurs de rupture. Une première lecture, largement défendue dans les milieux financiers internationaux, présente l'ultimatum adressé au Burkina Faso comme une mesure de stabilisation nécessaire. Selon cette thèse, l'exigence d'un règlement immédiat viserait à prévenir un défaut en chaîne susceptible d'affecter l'ensemble de la région. La rétrocession de 70% des réserves d'or serait alors interprétée comme une garantie matérielle destinée à compenser un risque jugé excessif par les créanciers. Dans ce cadre, la contrainte apparaît sévère mais rationnelle, fondée sur la discipline budgétaire et la préservation de la crédibilité institutionnelle. Une seconde position adopte une grille plus géopolitique. Elle soutient que la brutalité du télégramme répond à une logique de dissuasion stratégique. En imposant un délai extrêmement court et en excluant toute négociation, les acteurs à l'origine de la pression chercheraient à envoyer un signal clair à d'autres États tentés de remettre en cause des arrangements établis. Les montants exigés, élevés et immédiatement activables serviraient moins à être recouvrés qu'à rappeler le coût d'une contestation de l'ordre financier existant. Dans cette lecture, la méthode est assumée comme exemplaire. Ces 2 arguments se heurtent toutefois aux éléments factuels contenus dans le message et à la chronologie des événements. L'ultimatum ne proposait aucun mécanisme progressif de redressement, aucune condition de transition, ni accompagnement technique. La menace de sanctions globales, associée à l'absence totale de dialogue, suggère une finalité différente de la simple stabilisation.
Par ailleurs, la découverte confirmée d'un gisement aurifère inexploité, révélé après l'arrivée du télégramme, éclaire l'accélération soudaine de la pression. Elle indique que l'enjeu principal ne résidait pas uniquement dans la dette, mais dans la maîtrise d'un actif stratégique encore hors de portée. Dans ce contexte, la réponse de Ibrahim Traoré apparaît moins comme un refus idéologique que comme une lecture alternative du risque. Là où les arguments adverses invoquent la discipline et la prévisibilité, les faits suggèrent une tentative de verrouillage rapide des ressources. La confrontation se révèle ainsi moins financière que structurelle, opposant deux interprétations irréconciliables de la souveraineté économique. Le vrai enjeu n'était pas la dette. Cette phrase, courte et déstabilisante, résume le déplacement brutal de l'analyse. À ce stade, l'accumulation d'indices permet de comprendre que la contrainte financière n'était qu'un vecteur. Le cœur du basculement réside dans la maîtrise anticipée d'un levier stratégique encore invisible pour la majorité des observateurs. La dette fixe le tempo, l'or fixe la cible. La révélation du gisement inexploité agit comme un révélateur tardif. Elle éclaire la cohérence de la séquence précédente, ultimatum sans négociation, surveillance satellitaire accrue, mouvement logistique discret, puis durcissement diplomatique. Chaque élément, pris isolément, pouvait être interprété comme défensif. Ensemble, ils dessinent une manœuvre préventive visant à agir avant que l'information ne produise ses effets politiques. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un changement de lecture. La question n'est plus de savoir comment absorber une pression financière, mais comment empêcher une captation stratégique irréversible. Le refus de céder l'or prend alors un sens différent. Il ne s'agit plus d'un geste de résistance symbolique, mais d'une décision destinée à préserver une capacité de choix future. Ce point médian redistribue les rôles. Les chiffres cessent d'être des contraintes abstraites. Ils deviennent des signaux d'intention. À partir de là, chaque action est évaluée non plus en fonction du coût immédiat, mais de l'impact sur la souveraineté à long terme. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La reprise en main des sites aurifères modifie immédiatement l'équilibre des pouvoirs internes. Les décisions ne transitent plus par des opérateurs privés ou des intermédiaires extérieurs, mais par une chaîne de commandement nationale resserrée. Cette centralisation accélère l'exécution tout en augmentant la responsabilité politique. Les menaces de sanctions évoquées dans le télégramme créent un risque réel, mais elles sont désormais intégrées comme un coût stratégique assumé. Pour Ibrahim Traoré, cette phase confirme que la souveraineté ne peut être partielle. Elle s'exerce ou se délègue. Pour les entreprises, l'impact est brutal et différencié. Les sociétés minières occidentales expulsées perdent un accès direct à des actifs qu'elles considéraient comme stabilisés. Les contrats, parfois anciens, deviennent caducs en quelques jours. A l'inverse, des acteurs non occidentaux apparaissent en arrière-plan, moins visibles mais plus flexibles, prêts à opérer dans un environnement politiquement tendu. Cette recomposition crée une incertitude juridique forte, mais elle redessine aussi les règles du jeu. Le risque augmente, tout comme le potentiel de rendement, ce qui attire des profils d'investisseurs différents. Pour les citoyens, les effets sont ambivalents. Dans les zones minières, la présence accrue des forces nationales est perçue à la fois comme une protection et comme un signe de gravité. Certains travailleurs espèrent que la redirection des revenus vers un fonds national améliorera les infrastructures locales et les services essentiels. D'autres craignent que l'escalade diplomatique ne se traduise par des pénuries, une inflation importée ou une fragilisation de l'emploi. Dans les centres urbains, le débat se structure autour de la gouvernance. La décision est saluée comme un acte de dignité, mais elle suscite aussi des interrogations sur la capacité de l'État à absorber le choc externe. À l'échelle régionale, l'affaire dépasse rapidement le cadre burkinabé. Les prises de position du Mali, du Niger et de la Guinée signalent une lecture collective de l'événement. Pour ces États, la confrontation révèle une opportunité autant qu'un risque. L'opportunité réside dans la possibilité de coordonner des réponses face à des pressions similaires. Le risque tient à la crainte d'une réaction en chaîne de mesures coercitives. Cette tension nourrit un débat inédit sur la coopération sécuritaire, la mutualisation des ressources et la défense commune des actifs stratégiques. Ces 4 niveaux d'impact ne s'additionnent pas mécaniquement, ils interagissent. Une décision économique renforce une posture politique, qui modifie à son tour les calculs régionaux.
Le cas du Burkina Faso devient ainsi un point de référence. Il montre comment une contrainte ciblée peut produire des effets systémiques, parfois contraires à ceux recherchés initialement. À ce stade, une chose est claire, les conséquences ne sont plus théoriques. Elles se traduisent par des ajustements concrets, des gains incertains et des risques assumés. La question n'est plus de savoir si le choix était coûteux, mais pour qui et selon quel horizon. Le premier scénario est celui d'une stabilisation sous tension. Dans cette trajectoire de base, le Burkina Faso parvient à maintenir le contrôle de ses sites aurifères tout en absorbant une pression diplomatique persistante. Les sanctions restent ciblées, les circuits financiers se complexifient sans se fermer totalement et l'État ajuste ses priorités budgétaires pour préserver l'essentiel. Cette configuration n'offre ni confort ni rupture spectaculaire, mais elle installe un nouvel équilibre précaire où chaque décision est pesée en fonction de son impact externe immédiat. La souveraineté progresse lentement, au prix d'une vigilance constante. Le second scénario, plus favorable, repose sur un effet d'entraînement régional. Dans cette hypothèse, les soutiens exprimés par certains pays du Sahel se traduisent par des mécanismes concrets de coopération. Coordination sécuritaire autour des ressources, échange d'informations, facilitation logistique et diplomatique. Ces leviers réduisent progressivement l'efficacité des pressions extérieures. Les revenus aurifères, mieux maîtrisés, servent de base à une diversification économique ciblée. Ce scénario ne supprime pas les risques, mais il les dilue dans un cadre collectif, rendant toute action coercitive plus coûteuse pour ceux qui l'envisagent. Le troisième scénario est celui d'une escalade franche. Les menaces initiales se matérialisent par des mesures plus larges. Restrictions financières accrues, isolement institutionnel, campagne de déstabilisation économique. Dans ce contexte, la pression se déplace vers l'intérieur. Les marges budgétaires se resserrent, les importations deviennent plus difficiles et la gestion sociale se tend. Le contrôle des sites aurifères reste assuré, mais au prix d'une mobilisation permanente. La capacité de résilience de l'État est alors mise à l'épreuve sur la durée. Face à ces trois trajectoires, une recommandation s'impose sur le plan de la réflexion stratégique. Il ne s'agit pas de prédire laquelle se réalisera, mais de comprendre que chaque option dépend de choix cumulatifs. Si les pressions se renforcent, la coopération devient décisive. Si elle s'atténue, la consolidation interne prend le relais. Dans tous les cas, l'anticipation compte davantage que la réaction. Ces scénarios ne ferment pas le futur, ils en dessinent les contraintes. Ils rappellent que le temps long, plus que l'événement initial, déterminera l'issue réelle de la confrontation. Pour les communautés vivant à proximité des zones minières, l'événement se traduit d'abord par une modification tangible du quotidien. La présence accrue des forces nationales et la réorganisation des sites suscitent un sentiment mêlé de protection et d'incertitude. Certains habitants y voient la promesse d'une meilleure redistribution des richesses et d'investissements locaux plus visibles. D'autres redoutent que la tension prolongée n'entraîne une instabilité sécuritaire ou des interruptions d'activité. Leur attente principale reste concrète, que les ressources extraites améliorent effectivement les conditions de vie. Dans les centres urbains et administratifs, la lecture est différente. Le télégramme et ses suites ont mis en lumière la vulnérabilité du pays face à des décisions extérieures rapides et coordonnées. Pour ce public, l'enjeu est institutionnel. Les débats portent sur la capacité de l'État à gouverner sous pression, à maintenir les services essentiels et à communiquer clairement. La décision de reprendre le contrôle des ressources est souvent perçue comme légitime, mais elle soulève des interrogations sur la gestion à long terme, la transparence et la soutenabilité économique. Un troisième regard émane de ceux qui suivent la situation à l'échelle régionale. Étudiants, chercheurs, acteurs associatifs et responsables politiques voient dans cette séquence un cas d'école. Elle illustre les limites des modèles économiques hérités et la difficulté de concilier souveraineté et interdépendance. Pour eux, l'épisode burkinabé n'est pas isolé. Il alimente une réflexion plus large sur la coopération régionale, la mutualisation des risques et la nécessité de réponses collectives face à des pressions similaires. Ces trois perceptions ne s'opposent pas frontalement, elles se superposent. Elles révèlent une société attentive, parfois inquiète, mais engagée dans un processus d'apprentissage. Au-delà des chiffres et des décisions,
l'affaire agit comme un révélateur. Elle oblige chacun à se positionner face à une question simple en apparence. Que signifie concrètement décider par soi-même dans un environnement contraint? La première étape consiste à sécuriser durablement les zones aurifères. Après les mesures d'urgence, il s'agit de passer à un dispositif permanent, structuré et prévisible. Les unités déployées doivent disposer de mandats clairs, de moyens logistiques stables et d'indicateurs de contrôle précis. L'objectif n'est pas seulement d'empêcher toute ingérence, mais de garantir la continuité des opérations sous autorité nationale. Le critère de réussite se mesure par la stabilité des flux extraits et transportés, sans rupture ni fuite d'informations. La deuxième étape porte sur la structuration financière interne. Les revenus aurifères redirigés vers un fonds national doivent être encadrés par des règles transparentes et vérifiables. Des objectifs trimestriels, limités en nombre, permettent d'évaluer l'affectation réelle des ressources vers les infrastructures, l'agriculture et l'industrie locale. Cette formalisation réduit l'incertitude et renforce la crédibilité de la démarche, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle transforme une décision politique en mécanisme durable. La troisième étape vise la coopération régionale. Les soutiens exprimés par certains États voisins peuvent être convertis en accords opérationnels concrets, partage d'informations, coordination sécuritaire autour des sites stratégiques et mécanismes de réponse rapide aux pressions extérieures constituent des leviers essentiels. Le succès se mesure ici par la capacité à agir collectivement plutôt que de manière isolée, réduisant ainsi le coût individuel de toute confrontation. La quatrième étape concerne la communication. Une stratégie claire, fondée sur des faits vérifiables et des messages cohérents, permet de limiter l'impact psychologique des menaces extérieures. Mettre en avant les travailleurs, les projets financés et les résultats tangibles renforce l'adhésion interne. L'indicateur principal devient alors la confiance du public. Pour Ibrahim Traoré, cette trajectoire ne promet pas une issue rapide. Elle dessine un chemin où chaque étape consolide la suivante. La pression extérieure demeure, mais elle se heurte progressivement à une architecture décisionnelle plus robuste. C'est dans cette continuité, plus que dans l'événement initial, que se joue l'équilibre futur. Le récit revient naturellement à l'ingénieur minier, celui dont les premières analyses avaient mis en lumière ce que d'autres ne voyaient pas encore. Sa lecture patiente des données, son refus de conclusion hâtive, avait ouvert une brèche dans un scénario présenté comme inévitable. Ce fil discret traverse toute la séquence. Comprendre avant d'agir, mesurer avant de céder. Dans les réunions fermées comme sur le terrain, cette approche a progressivement remplacé l'urgence par la méthode. Ce rappel n'est pas anecdotique. Il souligne que la décision politique n'émerge jamais seule. Elle s'appuie sur des alertes techniques, des signaux faibles et des choix cumulés qui, mis bout à bout, dessinent une trajectoire. Lorsque Ibrahim Traoré maintient le cap malgré la pression, il s'inscrit dans cette continuité silencieuse faite de constats précis et de refus argumentés. La posture publique masque souvent un travail souterrain plus déterminant. Au fil des semaines, les routes sécurisées, les sites repris et les flux réorientés donnent corps à cette première alerte. Ce qui avait commencé comme une analyse chiffrée devient une ligne d'action assumée. Le symbole ne tient pas dans le geste, mais dans la persistance. La souveraineté se construit dans la durée. Ce constat clôt le cycle sans le figer. Il rappelle que les décisions les plus lourdes prennent racine dans des détails ignorés, puis s'imposent quand le temps les confirme. Au terme de cette trajectoire, une évidence s'impose sans emphase. Les décisions observées ne relèvent ni d'un réflexe isolé, ni d'un affrontement figé, mais d'un processus où chaque acteur ajuste sa lecture du réel. Une fuite scellée a comprimé des mois de tension régionale en 48 heures, déclenchant un compte à rebours froid à partir d'un télégramme confidentiel. 2 jours pour céder 70% des réserves d'or, ou affronter une dette de 5,6 milliards aux effets systémiques sur l'économie, sans négociation, calendrier, ni concession possible. Que devient le destin collectif quand ce choix impossible retombe sur Ibrahim Traoré et par ricochet sur des millions observés au-delà de Ouagadougou? Ici commence une fracture qui redessine la souveraineté, les alliances et la manière dont le temps gouverne désormais chaque décision dans un espace géopolitique soudainement exposé. La promesse de ce récit est simple et exigeante.
éclairer un mécanisme de pression extérieure sans amplification, en s'en tenant strictement aux faits disponibles et à leur enchaînement vérifiable.